Bonjour, c'est parti pour un nouvel horaire de notre webinaire Planète Food Santé, à 9 h du matin. On teste, il fait beau, c'est le début de la semaine. On est vraiment ravis avec Sandrine donc, de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui avec des experts et je suis ravie de voir que Valère, ça y est, a pu se connecter. Deux experts qui vont nous guider lors de ce webinaire sur un sujet qui est évidemment extrêmement d'actualité, sur lequel on avait envie de zoomer parce qu'on avait vraiment profusion de solutions qui nous sont proposées et on voulait faire le point pour savoir est-ce qu'il y a vraiment, avec nos experts qui seront présents, un avis sur des innovations réalistes pour une transition alimentaire efficace. Donc ça, je pense qu'on ne pourra pas répondre en 1 heure, mais déjà au moins vraiment de guider pour faire ses choix. Puisque la transition alimentaire peut être définie vraiment comme la manière dont la société produit et consomme la nourriture pour répondre donc à ces grands enjeux environnementaux et également le changement climatique, mais aussi, et là je prêche pour ma chapelle, des enjeux nutritionnels, évidemment éthiques et sociaux. Donc, on a beaucoup de défis à relever, notamment par l'industrie agroalimentaire, mais aussi par le consommateur lui-même. Quels enjeux, quelles mesures pour réussir cette transition? Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a des fausses bonnes idées, il y a des initiatives, est-ce qu'elles sont réellement efficaces? Et évidemment, déjà, nous, on a du mal en tant qu'experts, chacun avec notre domaine, à s'y retrouver, et le consommateur, évidemment aussi. Donc, tout au long de ce webinaire, comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous poser des questions dans l'onglet « Questions ». Soit on va y répondre au fil de l'eau en fonction des interventions, ou bien à la fin de chacune des interventions. Si vous avez des petits soucis de son ou autre, il y a un chat. Donc, c'est pareil, on essaie avec Sandrine de surveiller. Et donc, je vais présenter donc, nos intervenants. Donc, pour une fois, je me mets de l'autre côté en animatrice, mais j'essaierai aussi d'apporter un éclairage sur cette partie nutrition. Donc, on a Catherine Jagu, que je suis vraiment ravie d'accueillir, donc qui est experte RSE et présidente de CJG Conseil. Valère Coréard, et je remercie beaucoup ma complice média et édition Laura Zwilly de nous avoir mis en contact. Donc Valère Coréard, on ne le présente presque plus parce que là, il a une actualité où on l'a vu pas mal ces derniers temps. Donc directeur du média ID, donc Info Durable, chroniqueur évidemment sur France Inter, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la transition écologique, et il pourra nous montrer tout à l'heure le dernier qui est extrêmement concret justement pour nous guider. Olivier Port, qui est fondateur de Nbread Process, alors que je ne vois plus, je ne sais pas si vous le voyez, qui apparemment sa connexion vidéo, si vous le voyez, bon, moi je ne le vois plus, mais on l'entendra évidemment. Et puis ma complice Sandrine Doppler, que là, j'ai le plaisir d'interviewer, on va dire, en tant qu'experte, reconnue en transition alimentaire et innovation, avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années. Et on va donc commencer par Catherine. Donc Catherine qui va nous présenter les grands enjeux. Elle a des slides, donc on va les passer. Elle pourra être autonome tu pourras être autonome pour les passer. Donc les grands enjeux et évidemment un peu le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à vous Catherine. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre webinaire du matin. Donc, je vais vous présenter les enjeux de l'industrie agroalimentaire, donc l'ensemble de la filière. Et pour ce faire, je vous propose de m'appuyer sur cette fameuse théorie du donut de Kate Raworth, mais qui permet d'avoir une vision extrêmement synthétique de la nouvelle économie qui respecte les limites de la planète. Donc, vous les voyez présentées ici, comme par exemple le changement climatique, mais qui en même temps répond aux besoins des êtres humains. Et vous voyez ici aussi l'ensemble des besoins qui ont été identifiés, dont bien sûr la nourriture. Quelle est la situation au niveau mondial? Eh bien, malheureusement, vous voyez qu'il y a pas mal de rouge. Donc, nous avions en 2015 4 limites planétaires qui avaient été franchies. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, mais aussi les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, et puis les changements d'utilisation des sols. Cette année, en tout début d'année, une 5e limite a été franchie,
C'est un constat scientifique et il s'agit d'introduction de nouvelles substances de synthèse. J'ai un petit… donc, qui concerne la pollution chimique. On a perdu Catherine. Poum. Pleine présentation. Ah, on voit un peu du mal à… Catherine? Ah oui. Ah bah oui. Ah bah tout à coup, elle a disparu. Alors, comme on peut absolument pas prendre sa place parce que sa présentation est vraiment très experte, est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Valère? Valère, hein. Bon allez, ce matin, c'est ça, c'est en fait compte tout est froid dans le participation. On va passer la parole à Valère. Excusez-nous. Ah ça y est, elle revient. Ah non, voilà Catherine. Excusez-moi, mais j'ai été coupée au milieu d'une phrase. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il se passait. Donc, on était sur la pollution chimique, effectivement, et d'ailleurs, c'est d'actualité, parce que ce matin, il y avait pas mal d'éléments, justement, sur toutes les substances qu'on va devoir écarter jusqu'en 2030. Donc, je te relaisse la parole, Catherine. Merci beaucoup. Donc, et vous avez aussi à l'intérieur, et c'est un point qui est aussi extrêmement important, l'ensemble des besoins humains qui ne sont pas remplis. Et vous retrouvez parmi ces besoins la nourriture, donc là c'est en anglais, donc c'est food, mais vous voyez qu'il y a aussi à ce niveau-là, au niveau planétaire, ces besoins-là qui ne sont pas remplis. Il y en a d'autres, mais je ne rentrerai pas dans les détails. D'ailleurs, Catherine, sur ces besoins, il y a une précision par rapport au qualitatif et au quantitatif, ou bien c'est d'une manière globale? C'est d'une manière globale. C'est d'une manière globale. Donc, en fait, si vous regardez plus en détail les questions liées à la nourriture, vous allez retomber sur les statistiques mondiales concernant la faim dans le monde. D'accord. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la population qui souffre de la faim. Et puis ensuite, il y a un deuxième aspect qui est la malnutrition. Et après, dans la malnutrition, effectivement, il peut y avoir toutes les problématiques qu'on a plus sur la surconsommation. Donc, on a effectivement le quantitatif. Voilà, on peut retrouver… Ce n'est pas dans les mêmes zones. OK, merci Catherine. Exactement. Donc, je vous propose de faire un focus tout d'abord sur les défis environnementaux de l'agroalimentaire et je me concentrerai sur les 5 limites qui ont été dépassées. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, le changement d'utilisation des sols et la pollution chimique. Et donc, on peut regarder les enjeux du secteur sous plusieurs aspects. Tout d'abord, on peut regarder les impacts négatifs et positifs du secteur. On peut aussi regarder les risques et les opportunités. Donc, je vais commencer par citer quelques impacts négatifs. Donc, le principal, évidemment, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau mondial, le secteur représente 26% des émissions de gaz à effet de serre. Si on prend l'ensemble de la chaîne de valeur qui aboutit à la production de nourriture, et le champion du monde en matière d'empreinte carbone, c'est la viande de bœuf, qui pour 1 kg de viande produite représente pratiquement 100 kg d'équivalent CO2. Donc c'est énorme. Et donc l'élevage, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Je parle bien de l'élevage des ruminants, puisque ce sont eux qui émettent du méthane, qui est un gaz qui est très fortement, qui réchauffe très fortement l'atmosphère. Les autres aspects, je vais le dire un petit peu dans le désordre, mais parce que tu viens vraiment de le souligner, c'est bien sûr la pollution chimique. Cette pollution de l'eau, de l'air ou des sols, elle vient des nitrates, des pesticides, des plastiques, des additifs alimentaires. Donc, il y a énormément de produits chimiques qui sont utilisés durant tout le processus et qui, derrière, ont des effets importants sur l'ensemble de l'eau, de l'air, du sol. Quand on regarde l'aspect perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, c'est bien évidemment lié aux engrais azotés et à base de phosphore, que l'on va retrouver dans les eaux notamment,
ce qui entraîne eh bien, pour le monde entier plus de 78% de l'eutrophisation des eaux. Et qui dit eutrophisation dit mort, bien sûr, des animaux qui sont dans ces eaux. Et c'est comme cela qu'on débouche sur l'érosion de la biodiversité, qui se fait de façon indirecte à travers le changement climatique issu de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, mais aussi à travers les conséquences des pollutions chimiques et des perturbations des cycles de l'azote et du phosphore. Voici pour les impacts négatifs, mais on peut aussi voir des impacts positifs. Et je pense qu'il faut aussi voir cet aspect-là, puisqu'il y a des innovations, notamment autour de l'agriculture restaurative, qui permettent de développer des puits de carbone et aussi de restaurer les sols. Et donc, on a vraiment des impacts dans les deux sens. Concernant les risques, de façon assez évidente, je dirais qu'il s'agisse des conséquences du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, des changements et de la pollution chimique, tout cela débouche sur des baisses de rendement agricole. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu présenté un peu plus dans le tableau. Néanmoins, ce que je voulais aussi souligner pour vous, c'est les risques concernant le foncier. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un risque important de perte d'accès aux terres pour l'ensemble des agriculteurs et pas seulement en France ou en Europe. Il y a aussi beaucoup d'opportunités et ces opportunités, il faut les souligner, notamment par exemple autour de l'agroécologie, autour du développement du bio qui répondent à des attentes des consommateurs et puis aussi des opportunités de lutte contre le changement climatique grâce à la production d'énergie renouvelable au niveau agricole en utilisant la biomasse. Il y a aussi des opportunités pour justement se libérer des produits chimiques en développant une économie circulaire de l'agriculture et en reprenant donc des nutriments, des déjections et en utilisant les déchets agricoles. Voilà pour les défis environnementaux de l'agroalimentaire. Vous voyez qu'ils sont nombreux et multiples, mais en les présentant de cette façon structurée, ça permet vraiment de les passer en revue et d'identifier ensuite quelles sont les innovations pertinentes. Concernant les aspects sociaux, très clairement, cette chaîne de valeur répond à un défi mondial très important qui est l'alimentation de l'ensemble de la population de la planète. Et les impacts peuvent être aussi bien positifs que négatifs, en qualité comme en quantité. Donc, il faut vraiment le voir de ce point de vue-là. Et concernant la santé, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien être dans un impact positif que négatif, et aussi bien en termes de qualité que de quantité. Et là, je pense que tu en parleras beaucoup mieux que nous sur le plan de l'aspect prévention santé grâce à l'alimentation. Pour les autres aspects, il faut être attentif à la question de l'accès à l'eau, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable concurrence vis-à-vis de l'accès à l'eau, que 70% des consommations d'eau sur la planète vont vers la filière agricole, et que demain, avec les sécheresses, il risque d'y avoir de véritables difficultés. Concernant les risques pour le secteur, eh bien, les exigences des consommateurs en matière d'alimentation évoluent. Il va falloir être capable de les suivre pour pouvoir continuer à fonctionner. Et puis, on a une difficulté en matière de revenus et de travail, c'est que si les revenus sont trop insuffisants dans ce secteur, eh bien, il ne sera pas attractif et on aura du mal à recruter dans ce secteur. Concernant les opportunités, parce que je veux terminer avec justement une note positive, il y a beaucoup d'opportunités, bien sûr, par rapport à notre chaîne de valeur de l'alimentation. La première, c'est le fait de développer ce qu'on appelle une alimentation durable. Et là, il y a vraiment toutes sortes d'opportunités.
que je ne développerai pas, mais qui peuvent être extrêmement importantes. Il y a toute la question de la prévention en matière de santé grâce à l'alimentation. Et puis maintenant, on commence à reconnaître les services écosystémiques de l'agriculture, notamment au niveau européen, et donc ce sont de nouveaux revenus qui vont pouvoir apparaître. Sur l'eau, l'agriculture restaurative peut avoir des impacts extrêmement intéressants. Je vous ai déjà parlé de la production d'énergie renouvelable avec la biomasse et le photovoltaïque. Et enfin, je pense qu'il y a une opportunité pour l'ensemble de la chaîne de valeur en lien avec l'éducation. Il y a vraiment quelque chose à faire en matière d'éducation alimentaire comme d'éducation culinaire, savoir à nouveau cuisiner. Ça, voilà, je vous ai fait un balayage extrêmement rapide et synthétique de l'ensemble des défis et je pense que les portes sont ouvertes pour beaucoup de propositions. Merci. Merci beaucoup Catherine, et je trouve que vraiment la présentation que tu as utilisée est hyper intéressante pour qu'ensuite on puisse chacun travailler sur ces bases-là. Je trouve que ça donne un peu un espèce de guide. Et effectivement, l'éducation, tu as terminé là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on y met dans ce volet éducation. Mais c'était l'enjeu d'ailleurs de Open Agri-Food qui a sollicité et qui, je pense, sera suivi par le prochain gouvernement d'intégrer dans tout le parcours scolaire effectivement cette éducation, en tout cas cette connaissance des aliments et de l'impact qu'a notre alimentation sur notre santé, puisque je pense qu'on l'a un petit peu sous-estimé. Donc là, je vais repasser la parole donc à Valère. Alors, dans le chat, Alexia, tu as ta réponse. Hein, on sait pourquoi Valère écrit des livres. Voilà. Et notamment le dernier. Donc là, peut-être nous présenter certaines de ces idées reçues et qui peuvent notamment un peu faire confusion et diriger vers des innovations non réalistes, et donc peut-être justement nous guider vers des choses qui soient plus réalistes. Merci Valère, à toi. Merci Nathalie. Alors d'abord, vous guider, je suis toujours un peu embêté avec ça quand on me dit qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je ne conseille rien et je ne suis pas un guide. Disons que j'entrouvre des portes par un travail minutieux, le plus objectif possible et surtout, comment dirais-je, le plus robuste possible, puisque mon métier, c'est de faire du contenu. Et j'ai travaillé effectivement sur ce dernier ouvrage-là, Les idées reçues, parce que je trouvais que c'était vraiment un sujet majeur, en particulier dans ces périodes de débat. Alors, je m'excuse, je parle un peu doucement, mais en fait, j'ai un retour, mais pas comme à la radio, j'ai un retour décalé. Donc, j'ai l'habitude à la radio de m'entendre tout de suite, mais là, je parle et je m'entends après. Ça m'est déjà arrivé avec les écouteurs. C'est assez désagréable. Bon, très bien. Je vais me débrouiller. Ça, c'est l'avant-dernier. Oui. Manifeste pour une alimentation durable. Et je vous en parle pourquoi? Parce que, en fait, je suis parti d'une idée reçue aussi. L'idée qu'on serait totalement dépendant de ce système, disons, de ce modèle agroalimentaire que vous venez de présenter, Catherine, avec, disons, un paradigme, et à juste titre, hein, mais assez anxiogène, puisqu'on est dans un constat assez effrayant. Et en fait, ma réflexion a été la suivante, c'est que le premier confinement a été l'occasion pour les gens, alors pas tous, notamment les personnes qui sont les plus en précarité. Il faut toujours, je pense, avoir une certaine sensibilité à l'endroit des gens qui galèrent vraiment, parce que l'enjeu n'est pas de savoir qu'est-ce que je mange, mais quand je mange. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de personnes en précarité alimentaire dans ce pays, évidemment dans le monde, et que je pense qu'on ne peut pas parler de ce sujet sans, avec le plus de sincérité possible, évidemment, dire ce qui est. Et ces gens-là, c'est un autre sujet, Valère, sujet de déprécarisation. Bon. On en a parlé un tout petit peu avant, je ne sais plus si tu étais connecté à ce moment-là, mais c'est un vrai enjeu. Comme tu disais, on est dans une période de débat. Et la contestation notamment qu'on entend, je ne suis pas sûre qu'elle soit une contestation qui va aller vers ces sujets de transition. Donc je suis complètement d'accord avec toi.
quand on ne sait pas ce qu'on va pouvoir manger, on n'en est pas à se préoccuper de savoir si c'est bon ou mauvais pour la planète. Donc, je pense que tu as totalement raison de bien replacer l'urgence des débats. Non, mais c'est vrai que c'est... Et que c'est d'ailleurs ce qui explique peut-être un peu la mauvaise compréhension qu'on a tous les uns les autres de ces votes qui nous interpellent, on va dire. Oui, probablement. Il y a plein d'explications. En effet, c'est des sujets assez complexes, mais voilà, je trouve que c'est important de le rappeler. Néanmoins, une première idée reçue, on serait dépendant donc de cette industrie de la surconsommation et de la surdisponibilité de toute forme de vivres comestibles, disons. Quand il y a eu le premier confinement et qu'on a vécu un premier exercice grandeur nature d'effondrement d'un modèle quand même, parce que ce n'était pas très loin de cela. J'ai pu en discuter avec pas mal de psy, etc. Et je pense qu'on l'a tous vécu profondément. C'était assez saisissant comme situation. Les gens ont fait quoi? Ils se sont tournés vers leurs maraîchers, les circuits courts, faire eux-mêmes leur pain, replanter sur un mini lopin de terre quand on habite à la ville ou à la campagne. Beaucoup de gens ont fait ça. Ce qui veut dire que le bon sens est là. Donc, la première innovation, de mon point de vue, elle est déjà connue et les gens ont cette conscience. C'est-à-dire que quand le système de la facilité et de la disponibilité tombe, on se tourne vers le bon sens immédiatement. Les circuits courts, notamment les chiffres sont saisissants. C'est des 2, 3, 4, 500% de croissance sur les différents acteurs. Les maraîchers ont été débordés. Il n'y avait plus de farine dans les supermarchés, notamment parce que tout le monde se mettait à cuisiner. Il y a aussi, je dirais, ça, c'est saisissant. Un élément qui n'a pas tout le temps été pris en compte, c'est qu'on avait du temps. C'est qu'on avait du temps et je pense que c'est... Oui. Tu vois, on a pas mal travaillé, nous, sur l'histoire du petit déjeuner. C'est une clé. Sur l'histoire du petit déjeuner où on disait on petit déjeune pas parce que... Et en fait, c'est beaucoup cette histoire de temps parce que tu n'avais plus le temps de trajet et que donc tu avais cet espace. Donc, je mets ça dans un petit coin, cette histoire de temps qui fait qu'aujourd'hui, quand on a repris nos activités, on a oublié les circuits courts, etc. Mais c'est parce qu'on n'a plus le temps non plus. Donc, je ferme la parenthèse, mais on mettra dans un coin. Oui, on mettra dans un coin, Valère, parce que j'aimerais bien interagir à ce sujet-là. En tout cas, on n'a plus le temps ou on ne le prend plus. Parce qu'on passe autour de 2h40 par jour devant des écrans, en temps de loisirs notamment. Oui. Donc, c'est aussi la question de la hiérarchisation. Exactement. Bon. Ensuite, quelques autres idées reçues que je trouve intéressantes en quelques minutes, 2 minutes, c'est à peu près le timing, je crois qu'il me reste. Je voudrais vous en donner 3. D'abord, le flexitarisme, c'est extrêmement intéressant. Vous parliez tout à l'heure, Catherine, de l'impact du bœuf, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a une phrase qui interpelle, c'est la suivante: être flexitarien, c'est manger varié avec une viande de qualité. Ça, c'est une définition qui est poussée par l'Interbev, qui est absolument insupportable parce que c'est faux. Ça n'est pas la bonne définition, mais elle est poussée par la filière de la viande qui est extrêmement puissante et qui, à coût de millions d'euros de pub, est en train d'essayer de faire croire que être flexitarien, ce ne serait pas manger moins, mais mieux de la viande. Or, les définitions du Larousse, The Lancet et tout ce qu'on veut, c'est d'en manger moins et donc d'adapter son régime alimentaire. Mais ce qui est intéressant à la Valère, c'est pareil, en manger moins, mais on part d'où pour arriver où? Donc, il faut personnaliser. Je parle en tant que nutritionniste, là, à un moment donné, c'est qu'effectivement, c'est quoi la définition de la bonne quantité de viande? Et effectivement, je pense que c'est ce guide-là dans l'éducation à l'alimentation, parce que ceux qui sont déjà un petit peu soucieux mangent déjà pas beaucoup de viande, entre guillemets. Mais effectivement, on a tendance à ne pas connaître vraiment la réalité. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faudra éduquer. Manger moins de viande, on part d'où et on doit aller où? Je ferme la parenthèse. Oui, vous avez raison, mais tu as raison, mais il y a quand même cette idée qu'on met un pied dans la porte, et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'en conscience, on se dit, tiens, je vais finalement regarder en face ma consommation de viande et m'interroger là-dessus. Voilà. Certes, ça ne règle pas le problème de santé publique et d'environnement, ça c'est le boulot des nutritionnistes et d'éducation, etc. Mais malgré tout, il ne faut pas se tromper de définition, c'est très important. Oui, tout à fait. Voilà, bon, j'en avais quelques autres, mais... Non, mais tu peux encore, hein, parce qu'on Exactement. On a démarré avec 5 minutes de retard. Alors, continuer, c'est très intéressant. Bon,
dans un contexte de baisse de la consommation de produits bio, je crois que c'est moins 3% sur 2021. Alors, ça a fait tout un ramdam parce qu'il y avait une croissance sur la bio, etc. On aime bien dans ce pays caricaturer. Hein. Ça arrive, il y a des tassements, il y a des cycles de consommation. Ça ne veut pas dire d'un seul coup qu'on se détourne de la bio, qui a connu une croissance très forte depuis des années. Mais il y a cette idée selon laquelle acheter bio, c'est la même chose que le reste, il n'y a que l'étiquette qui change. Ça, c'est une idée reçue qui est extrêmement présente et elle est tout à fait fausse, puisqu'il y a de très nombreux contrôles en amont et en aval sur les produits bio qui n'ont rien à envier des produits conventionnels. Et d'ailleurs, une petite remarque là-dessus aussi. Vous m'entendez toujours ? Oui, on t'entend très bien. Et une petite remarque sur le bio aussi, c'est que n'ont pas été comptés, parce qu'on a entendu, comme tu le précises, qu'il y avait une baisse de la consommation de bio en GMS, mais n'a pas été réintroduit les volumes qu'on a pu acheter en local. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait réellement une baisse. Parce que justement, d'ailleurs, dans la tête du consommateur, cet acte d'aller chercher sur les circuits courts, de se renseigner, c'est la même intention que le bio. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Absolument. Il faut se méfier des chiffres qui, pour moi, étaient le bio de GMS, c'est peut-être pas la panacée. C'est peut-être le bio local qui est plus intéressant pour. Voilà. OK. C'est un vrai sujet. Tout à fait. Là, on va passer. Voilà. Et puis un dernier point qui te concerne directement, Nathalie, pardon, l'idée selon laquelle ne pas manger de viande nous ferait tomber malade. Ça me semble être un sujet extrêmement intéressant. J'ai pu interviewer pas mal de nutritionnistes qui m'ont confirmé qu'on pouvait ne pas manger de viande. Ce qui était important, c'est de manger des protéines animales, notamment quand on est enfant, bien sûr. Mais complètement d'accord mais avec là toi. aussi, il y avait pas mal d'idées reçues. Valère, totalement Voilà. d'accord avec toi. On n'a pas préparé ça, mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a une confusion quand on dit qu'il faut manger moins de viande. On a l'impression que les enfants, ils ont une entrecôte entre la bouche. Et donc, protéines animales, protéines végétales, ça, c'est intéressant comme débat. Parce qu'effectivement, l'efficacité de la protéine animale est intéressante notamment pour les périodes de croissance. Mais un verre de lait, un morceau de fromage, ça ne tue pas l'animal. Bon, alors évidemment, on est sur la problématique des ruminants, donc attention aussi, parce que tout ça, c'est à mettre. Mais effectivement, un œuf, c'est de la protéine animale et on n'est pas sur des morceaux de viande rouge, parce qu'en fait, surtout dans nos pays d'ailleurs, quand on parle viande, on pense entrecôte, bœuf. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer et retourner à l'éducation. C'est quoi une alimentation équilibrée qui intègre des protéines animales? Merci beaucoup, Valère. Je pense qu'on pourra peut-être se faire un webinaire avec toi. Qu'avec Valère, ouais. Sinon. Et donc là, effectivement, Sandrine, tu vas pouvoir peut-être un peu synthétiser justement la partie de Catherine et puis Valère, parce que pourquoi justement on voit bien toutes les difficultés qu'on a déjà nous entre experts, parce qu'on est évidemment confronté à un certain nombre d'informations, mais pourquoi aussi on est incapable d'agir parce que on est noyé par toutes ces injonctions qui sont des fois contradictoires. Donc, je vais être Nathalie, je te remercie et puis je suis ravie de prendre la parole sur ce sujet qui me tient à cœur. Moi, je viens des circuits courts, Valère. Avant, je m'occupais beaucoup de circuits courts et d'études de circuits courts. Et puis, il y a certains de mes collègues que j'ai vus dans le chat. Et je me suis toujours posé la question, mais de manière très pragmatique, mais pourquoi ça ne fonctionne pas aussi vite alors que pourtant, il y a de l'effet d'entraînement. Donc, moi, j'ai cet aspect sociologique et donc je me suis intéressée à ça et très 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 justement tu disais oui, une surconsommation des circuits courts et ensuite l'effet élastique, poum, c'est reparti dans l'autre sens. Effectivement, les circuits courts, ils sont revenus, même les agriculteurs le disent eux-mêmes, les syndicats le disent eux-mêmes, aux chiffres où ils étaient avant. Le bio en GMS, effectivement, il a baissé, mais pourquoi? Parce que le bio de GMS, c'est pas le même que le bio en magasin spécialisé, pas sur le même type de qualitatif. Et puis, on a un problème qui arrive là depuis maintenant la crise de Covid, c'est la part que je peux libérer pour mon alimentation. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'interviewer Pascal Ebel qui nous disait que nous, la part de disponible pour l'alimentation était moindre, au profit sûrement de dépenses qui pourraient peut-être être arbitrées, mais surtout, on a des charges fixes, le loyer, qui sont contraignantes. Une fois qu'on s'est dit ça, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel
quels sont les freins, en fin de compte, qu'est-ce qui fait que, pourquoi ça n'avance pas aussi vite. Et donc, moi, il y a un premier biais dont j'aime toujours parler, c'est celui que j'appelle le biais cognitif. En fin de compte, naturellement, le consommateur a tendance à croire s'il croit déjà. Donc, c'est-à-dire, on le voit bien, même au regard de la politique, c'est un peu ce qui a été dit. Je le crois, voilà, et comme je le crois, c'est très compliqué de faire changer en fin de compte. On sait que par nature, les personnes ont peur du changement, et au niveau de l'alimentation encore plus. Tout ce qui sort un peu de ma zone de confort, c'est un engagement qui est difficile à prendre. Deuxième, le biais d'optimisme. Alors celui-là, il est plutôt sympa, mais appliqué à l'alimentation, il est moins. C'est-à-dire que, par exemple, plein de gens ont dit non, le coronavirus ne va pas se répandre. Voilà, on a à peu près les mêmes biais en matière d'alimentation. On va avoir l'effet spectateur, c'est-à-dire en fin de compte, moi je regarde ça comme je regarderais une bonne série Netflix, c'est-à-dire que en fin de compte, je vois quelqu'un se faire agresser, mais j'arrive pas en fin de compte à aller la sauver. Voilà, toujours on peut appliquer ces mêmes biais en matière d'alimentation. Un dont on parle tous tout le temps, la pédagogie et tout. En fin de compte, les gens pensent avoir des connaissances, mais en fin de compte, ces connaissances, ils ne les ont pas, ou ils ne les comprennent pas bien, ou elles sont mal expliquées. Il faut reconnaître qu'on a un surfoisonnement d'informations et qu'il est très compliqué pour le consommateur de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, vu que dans la même journée, on pourrait prendre des magazines, des journaux, de tout ce que vous voulez, on aura le tout et le contraire de son tout. On a des connaissances en fin de compte, qu'on a des connaissances vraies, mais qu'on va aussi intégrer de manière fausse, et qui en fin de compte, nous font agir et nous font créer de fausses croyances. On va avoir le fait de se dire, pourquoi je vais d'abord voir si mon voisin le fait. Et en fin de compte, peut-être que moi, ensuite, je vais le faire aussi. Puis en fin de compte, est-ce qu'à mon petit niveau, ce que moi, je vais faire individuellement, ça va tellement changer, en fin de compte, à faire l'effet boule de neige. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important, et Valère l'a dit, il y a un effet anxiogène autour de l'alimentation, et je pense que tout le monde sera d'accord. Et en fin de compte, on s'y accoutume. Comme la guerre en Ukraine, il y a 1 mois et demi, waouh! Et puis maintenant, ça y est, ça fait, je ne vais pas dire la page 2 des actualités, mais la même chose. On s'est accoutumé, en fin de compte, à l'effet anxiogène des annonces autour de l'alimentation, qui fait que, en fin de compte, on y va moins. Donc, on a une résistance au changement, une culture du moment présent, qui font qu'en fin de compte, on ne va pas sur cette alimentation responsable aussi vite que prévu. Un deuxième item dont j'aimerais parler, et Valère en a un peu parlé parce que moi, il me tient énormément à cœur, c'est la précarité alimentaire. La transition alimentaire doit inclure le fait que les personnes en précarité alimentaire doivent être mises dans ce train-là, quoi. On doit impérativement donner accès à l'alimentation à des personnes en précarité alimentaire, mais pas de leur donner ce qui reste, de leur donner des aliments sains et durables. Donc, il y a des bonnes actions, là, j'ai entendu parler, et je crois que ça va arriver assez rapidement, le fameux chèque alimentaire, qui va permettre aux personnes d'acheter soit des produits issus de la bio, soit des produits issus des circuits courts, soit des produits territoriaux, on va dire. Et en fin de compte, un autre petit item, c'était de dire la problématique des dépenses contraintes. Et comme j'aime toujours être positif, mon dernier slide, j'ai fait un seul slide, j'en ai fait plusieurs, mais que je pourrais partager, que je partage avec vous. Voilà. On a une question aussi d'Alexia. Bien sûr. C'est celui-ci. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, parce que Catherine l'a dit, on peut innover en matière agricole. On peut conscientiser ce qu'on mange. Alors ça, c'est vraiment tous les psychologues, les psychiatres, même les nutritionnistes viennent là-dessus. Prendre conscience de ce qu'on se mange, conscientiser son alimentation, ne pas se dépêcher en fin de compte tout le temps, se rendre compte qu'on peut en fin de compte prendre le temps de déguster quelque chose et de ne pas manger en conscience. La connaissance. Et tout à l'heure, je crois que Valère en a parlé ou pas, mais j'ai lu quelque chose sur ce sujet, sur la frugalité. Ne pas penser qu'en fin de compte, la frugalité, c'est de la décroissance, mais qu'en fin de compte, c'est consommer utilement, et de se dire très simplement, à chaque fois qu'on veut faire un achat ou quelque chose, est-ce que c'est indispensable?
2, est-ce que je peux me laisser une semaine pour réfléchir? 3, est-ce que je peux pas… Alors là, on est sur l'alimentation, on ne va pas l'emprunter à un ami, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de cet aliment là, maintenant, tout de suite, maintenant? Et 4, la patience. Parce qu'il y a quelque chose toujours que je dis lors des conférences que je donne ou à mes élèves, c'est qu'en fin de compte, Amazon a changé notre regard du temps. En fin de compte, maintenant, on appuie sur un bouton et on a tout de suite. Et le quick commerce en est encore la preuve. Maintenant, en 10 minutes, on va nous livrer nos courses. Ben non, pourquoi en fin de compte, on ne peut pas prendre du temps et en fin de compte, comment dire, on va muscler notre patience. Sébastien Beller, on dirait, on va muscler notre patience et en fin de compte, se dire qu'il est urgent de prendre du plaisir et d'être patient. Voilà, ça c'était pour être un petit peu positif avant de passer la parole à Olivier. Oui, alors Olivier et puis Alexia qui nous pose la question là dans l'onglet de est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, il y a énormément d'initiatives. Tu as cité Alexia, je crois, Open Agri-Food, l'EcoScore, Planet Score, etc. Est-ce qu'il faut s'éparpiller ou essayer de se concentrer? Alors, moi, je pense que chacun après. Ouais, pourra dire quelque chose sur le sujet. Ouais, voilà, je pense qu'on réfléchissait un petit peu, savoir est-ce qu'il faut maîtriser un peu finalement les directions ou est-ce qu'au contraire, et moi je trouve que ce que je trouvais intéressant dans ce qu'a présenté aussi Catherine, c'est qu'on ait un filtre pour savoir si c'est une bonne initiative ou pas, et on fera jamais tous, on se mettra jamais tous à faire la même chose, mais qu'on ait un espèce de moyen de dire oui, là je vais dans le bon sens, je ferai peut-être pas toutes les mesures, mais je vais dans le bon sens. Là je vous laisserai. Donc moi j'ai noté dans ton optimisme, Sandrine, qui fait du bien, c'est que j'ai noté des mots très importants, c'est la frugalité, qui ne veut pas dire effectivement la décroissance, mais le juste choix qui peut laisser effectivement ensuite ce part de défense qu'on n'a pas faite sur autre chose qui peut être important aussi. Je vois dans l'éducation, dans les livres, on parle beaucoup aussi de la culture. La patience, tu as raison, c'est effectivement la surconsommation immédiate. Et puis, alors évidemment, l'éducation et notamment cette volonté de pouvoir s'appuyer sur des informations fiables. Et je crois que là, il y a un vrai enjeu de la science. Valère, je sais aussi dans les médias, sur France Inter ou autres, vraiment, il y a vraiment des experts qui peuvent apporter vraiment cet éclairage et qu'on évite toutes ces fake news qui vont dans tous les sens. Donc voilà un petit peu. On pourra, donc là, on va écouter Olivier qui va nous parler justement d'un exemple concret. Après, moi, j'en citerai quelques-uns, mais c'est juste parce que pour montrer que toute la difficulté lorsque l'on crée des entreprises, que l'on souhaite innover, justement à faire passer ces modèles d'innovation à une échelle plus importante. Et je citerai notamment, par exemple, l'histoire de la Févrole, de Graines de Choc, qui vraiment, c'est des initiatives qu'on devrait vraiment soutenir de manière importante par rapport à d'autres startups qui sont un peu plus, un peu plus dans des choses qui sont moins réalistes et moins efficaces. Donc, Olivier, si tu veux nous expliquer le process Inbred et tout ce que tu as entrepris. Et je crois que Sandrine, tu le connais aussi. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à Vitagora. Voilà, absolument. Ok, Olivier. Alors, 9h42, on est pas mal. Hein, on est pas mal. Mais on est carrément super bien. Ouais, et puis, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, plein de partages. Je vais juste mettre Olivier. Voilà. Donc, il y a l'onglet questions et là, on a beaucoup interagi sur l'onglet chat. C'est pas grave, on regarde les deux, vous inquiétez pas. Merci à vous, merci Sandrine. Bonjour. Donc oui, effectivement, nous on a développé un projet depuis. On a commencé le projet en 2012 et on a réellement mis en place le Nbred Process en 2015 avec une stratégie basée sur une volonté d'être acteur dans la transition alimentaire avec des clés importantes qui sont le plaisir, le sain, l'éco-responsable et l'innovation, la créativité. Donc, merci à vous de me recevoir. Donc, je suis Olivier Porte, créateur donc, de l'entreprise Nbred Process. Alors, j'ai un profil un peu particulier, je suis designer. Je suis issu de l'agroalimentaire, mais je suis designer parce que j'ai considéré que, en dehors des travaux que je menais sur des chantiers, des bâtiments, du design de manière générale, comme on l'entend, le design, c'est dessiner, au sens dessin, graphisme,
et dessin aussi l'objectif, être acteur dans des objectifs. Et mon objectif à moi, au moment où j'ai créé l'entreprise, c'était de pouvoir travailler sur des problématiques fondamentales qui sont latentes en 2012, dont on commençait à parler, ou bien déjà, mais en tout cas qui commençaient à prendre beaucoup de présence, beaucoup d'ampleur, et qui maintenant, dont on est parfaitement conscient. Il faut être OK avec ça et il faut être acteur. Donc, moi, à mon échelle, à ma modeste échelle, je me suis penché sur des problématiques de valorisation des écarts de tri chez les producteurs et directement chez les maraîchers, chez les producteurs de fruits et légumes. Avec des chiffres qui sont hallucinants quand on creuse un petit peu. On est sur des pertes ou des produits qui ne trouvent pas de débouchés corrects. Voilà, on parle de 600 000 tonnes pour la France. D'un autre côté, vous en parliez par rapport au temps, les Français, enfin, il y a un certain pourcentage de Français qui disent qu'ils n'arrivent pas à manger, enfin, qu'ils ne mangent pas correctement parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Quand on va un peu plus loin, on dézoome et on prend de la hauteur, on est toujours sur des pourcentages qui sont hallucinants, une trentaine de pourcents. Alors, les chiffres varient en fonction des organismes qui les donnent l'information, mais entre 25-30% en fonction des données, mais de produits, de matières premières qui ne sont pas ou peu ou mal valorisées ou voire détruites. Et on a effectivement des chiffres croissants de personnes qui sont mal alimentées dans le monde. Donc, mon objectif à moi, c'est de pouvoir mettre, à mon échelle, de pouvoir se dire, on a des objectifs qui sont très éloignés. Est-ce qu'on les écarte parce qu'ils sont trop loin? Est-ce que on met la tête dans le sable? Comment on se protège? Moi, j'ai décidé à mon échelle, encore une fois, de me donner le moyen de les atteindre. Et pour ça, je me suis donné une mission. Donc, je l'ai dit, qui est de valoriser les écarts de tri et les coproduits agricoles en territoire, parce que nous, on est en région centre et on est sur un territoire maraîcher qui nous amène nos matières premières. On va les sourcer en général à une dizaine de kilomètres autour de notre site. Et l'objectif est de pouvoir apporter des solutions technologiques aux industriels de l'agroalimentaire pour optimiser les ressources et faire face aux enjeux économiques et sociétaux d'aujourd'hui pour pouvoir être prêt pour les nouveaux paradigmes de demain. Donc, vous l'avez compris en quelques mots, on a une volonté, on a une mission, un métier, et on a décidé de travailler sur… Alors, attendez, il y a peut-être une slide qui a sauté. Non. Ouais, non, c'est bon. On a décidé j'ai décidé d'apporter une pierre via mon travail de designer, avec une technologie qui soit la plus proche possible d'un outil utilisable par des industriels. Ma cible, mon client, je dirais, c'est l'industrie agroalimentaire. Et mon métier, c'est de pouvoir faire de l'innovation pour ces industries. Donc, on a travaillé sur une première technologie, on travaille sur d'autres technologies maintenant, qui sont la première technologie qui est une technologie d'émulsion. On pourrait appeler ça un espèce de concurrent à l'extrudeur, pour ceux qui connaissent ce procédé, mais qui travaille à basse pression et à basse température pour avoir un objectif qui soit de protection, de respect de la matière première, et qui permettent de faire une gamme de produits très large, qui sont des équivalents du pain, puisqu'on appelle la société s'appelle N-Bread, et on fabrique des génoises et tous les dérivés d'un produit de type panification, et sans farine, sans farine de blé, qui soit utilisable un peu partout dans le monde, en tout cas qui soit adaptable à un usage mondial. On a déposé quelques brevets sur cette technologie qui nous permet d'aujourd'hui de la proposer aux industriels de manière très sécurisée pour pouvoir la développer en interne.
Donc, je vais passer assez rapidement sur la manière dont on fonctionne, puisque ce n'est pas l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. Mais voilà, on va s'arrêter sur quelques applications produits. Donc, on va pas parler de marques parce que même si on développe des marques dans l'entreprise, elles ont plus un usage de preuve de concept pour les industriels, puisque le gros frein qu'on a pu déceler, nous, depuis le développement de l'entreprise et le développement de son modèle économique, c'est la réticence des industriels à sortir de leur paradigme, de leur manière de faire, et d'avoir d'éliminer un peu cette tendance de mettre sous le tapis certaines choses qui sont pas les plus plaisantes. Donc, on leur demande de regarder mieux, de regarder différemment leur manière de leurs usages et leur marché pour pouvoir être acteurs du futur. Donc, quelques applications, pardon. Oui. Ouais, Olivier, est-ce que justement la volonté là, de supprimer un certain nombre de substances va dans le sens justement de regarder un peu plus ta technologie? Est-ce que ça va t'aider? Oui, tout à fait. On avait pour nous le sein quand j'ai fait la petite présentation, enfin sur la première slide, le sein pour nous signifie qu'on élimine tout ce qui est produits technologiques, additifs et autres. On est là on travaille sur des pourcentages très élevés de matières premières qui vont pouvoir rentrer dans le process. Et en fait, on n'a pas besoin, dans le procédé, de rajouter, d'avoir des additifs. Donc, on avait déjà à la base cette volonté d'éliminer, de faire de clarifier les listes d'ingrédients et de pouvoir proposer des produits qui soient sains parce que tout simplement la matière première qu'on va mettre à l'intérieur va être excellente et qu'on va pas ou peu la déformer pour obtenir un produit qui soit pratique. Ouais, donc en fait, le contexte actuel là, des mesures prises par l'Europe va quand même finalement accélérer quand même toutes ces... Enfin, j'ai l'impression, bref, on en reparlera après. Mais... Oui, tout à fait. Donc voilà, quelques mots. On travaille à partir donc de matières premières qui peuvent être pour certaines matières être 100%. On peut texturer certaines matières premières végétales. On est plutôt dans le végétal, hein, je vous cache pas, même si le procédé peut s'adapter à autre chose. On est en train de travailler sur des plastiques à partir de sources d'écart de tri. On est sur des produits où on va faire mettre en œuvre les protéines végétales. Donc, on a plutôt une tendance à bosser avec les légumineuses. Oui. Non, mais ça rejoint ce que disait Valère sur le flexitarisme. C'est vraiment tout ce qui va nous permettre de passer à un mode plus végétal, quoi. Ouais, alors oui, tout à fait. Nous, on est dans cette application-là. On n'a pas théorisé le projet à la base. On a juste on s'est donné une mission et on s'est mis des valeurs. Et donc, on est dans cet axe-là. Donc, on répond à des questions d'aujourd'hui. J'espère qu'elles sont correctement placées. Mais la plus grande question et là où on s'aperçoit qu'on a le plus grand frein, c'est de bouger les lignes au niveau des industriels pour leur faire comprendre que les enjeux sont maintenant et qu'il faut être acteur. Est-ce que toi, tu as ciblé certains produits sur lesquels il y aurait justement, pour que cette transition soit efficace, et puis, des produits sur lesquels il y aurait un levier énorme? Les légumineuses. Okay. Les légumineuses, pour nous, c'est une matière dont on peut avoir accès en premium, je dirais, avec si je prends l'exemple du pois chiche, on travaille avec des pois chiches bio qui sont sourcés dans des périmètres assez courts, mais on a aussi tous les coproduits du pois chiche, puisqu'aujourd'hui, quand on creuse chez les industriels et chez les producteurs, les normes qui ont été imposées par le marché ont écarté pas mal de produits et de sous-produits qui sont parfaits. Et là, si on fait juste une toute petite parenthèse sur le pois chiche, eh bien, les écarts de tri pois chiche, ce sont les pois chiches qui sont cassés en deux, où le marché a peu d'intérêt. Et donc, les pois chiches cassés sont souvent des écarts de tri qui sont
pas ou peu valorisées. Donc, on va plutôt travailler avec ce type de matières premières pour rentrer ensuite, pour préparer nos mélanges, nos recettes. Et la deuxième clé, ça va être les matières premières dites végétales, fruits et légumes locales, qu'on va pouvoir nous intégrer en matière première principale. Et on va aller sourcer chez les producteurs donc locaux des butternuts hors calibre, par exemple, quand on a en bio, par exemple, des butternuts qui font 5 à 6 kilos, qui sont incommercialisables parce que trop grosses, mais elles sont sorties du sol, elles sont top. Donc, on va pouvoir exploiter ce type de matière première. Voilà, quelques exemples, mais quand on creuse, on en a moult. Donc, on est dans un écosystème qui est scientifique, technologique, et on est sur un territoire, donc région centre, donc on est dans des pôles de compétitivité. Effectivement, on s'est rencontrés à Vitagora, mais on est aussi avec VG-Polis, Valorial et Polyméris sur les plastiques. Et d'ailleurs, Olivier, Pardon. je voulais repréciser, j'ai oublié de le dire au début, je remercie Sophie de Rénal de Nutri Marketing qui t'a contacté pour intervenir, et donc avec laquelle on a monté ce webinaire en partenariat et dans la perspective justement du CIAL où on est présent côte à côte pour toutes les interventions. Donc je ferme la parenthèse, mais Oui, effectivement. Merci. Mon environnement, j'ai complètement oublié de remercier Sophie au début du webinaire. Donc je la remercie encore, Sophie Dorénal, Nutri Marketing. Voilà, de toute façon, le temps imparti est passé, donc. Mais c'est bien, je pense que justement, donc pour toi, tu disais les légumineuses, mais c'est exactement d'ailleurs dans une des startups que je voulais citer, je l'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc Graines de Choc et la Févrole qui à la fois relocalise une production et trouve des produits à base de févrole qui sont absolument géniaux, que ce soit de la pâte à tartiner végétale, mais aussi des soupes ou d'autres. Et justement, je ne sais pas si vous êtes en lien, peut-être déjà. Par le Toaster Lab. Ouais. Mais c'est clair que là, j'y vois des applications. Et donc en dernière partie, c'est ce qu'on s'était dit, c'est de montrer quelques exemples. Sandrine voulait aussi montrer l'exemple de Andy Gaspi. J'aurais bien aimé peut-être avoir le retour de Valère et de Catherine sur ce qu'ils ont entendu. Il y a énormément de commentaires dans le chat, énormément. Je crois qu'on va pas pouvoir répondre à tout. Donc les gens sont déchaînés. On refera peut-être un webinaire. Valère, Catherine, sur ce que vous avez entendu. Et on donnera quelques petits exemples après. Moi, les exemples que j'avais voulu Catherine, donner, c'était les algues. C'était Merci les algues. C'était l'atelier du Ferment qui fait des kéfirs qui sont super intéressants, dont on a déjà parlé, Graines de Choc. Tout ça pour montrer que c'est effectivement tout ce qui va avec mon onglet nutritionniste, qui va dans le sens de la végétalisation de l'alimentation, du flexitarisme, avec effectivement moins de viande, en tout cas une part de protéines animales qui doit être bien dédiée aux phases finalement de notre physiologie, et donc il peut tout à fait se réétudier. Donc dans ce contexte, donc votre avis sur tout ce qui vient d'être dit, et comment dans ce contexte d'inflation et diminution du pouvoir d'achat, est-ce qu'on va pouvoir quand même avoir une voix qui va être écoutée sur la transition? Est-ce qu'elle va être écoutée? Est-ce que c'est bien les enjeux qui doivent être tous partagés? Vous avez 2 minutes chacun. Valère, allez. C'est moi, vous m'entendez, hein? Ouais, très bien, Valère. Ok, super. J'ai plus de retour, c'est merveilleux. Écoutez, de tout ce que j'ai pu constater, les études que j'ai pu faire sur ce sujet, je crois qu'il faut le décomplexifier. Il faut faire attention, effectivement. Là, on a vu, il y a beaucoup de données. C'est important qu'il y ait des experts qui fassent ce travail, mais je pense qu'à un moment donné, on va dire qu'il y a besoin d'un back-office où ça mouline sérieusement et où on a vraiment des informations fiables, robustes, etc. Et ensuite, un front-office. Et ce front-office, il faut qu'il soit extrêmement clair et donner, disons, des clés accessibles, une boîte à outils. Le végétal, c'est quelque chose d'extrêmement simple à comprendre. C'est clair.
Je lisais, il y avait un des commentaires sur l'imaginaire, sur la question effectivement du récit, hein, autour d'un bon plat aussi, en définitive. En France, il y a la sacro-sainte viande. On ne sait pas manger un bon plat sans qu'il y ait de la viande à l'intérieur. Je crois qu'il y a des choses à imaginer autour de ça. Il y a des récits à imaginer autour de ça. Et puis, je pense que la deuxième clé, c'est le local. Le local est effectivement un levier extrêmement puissant de transition alimentaire, parce que, quoi qu'on dise, on a une agriculture qui est plutôt résiliente en France, qui est plutôt intéressante, qui a des atouts importants, à la fois dans la diversité, dans les modes de culture qui évoluent, et cette relation au producteur, cette relation à l'aliment, ça change tout quand on est au niveau local, que quand c'est complètement désincarné, que ça vient de n'importe où, et finalement, emballer, c'est peser, consommer, on jette, on ne sait plus quoi. Voilà. Donc, si moi je devais retenir 2 points clés, ce serait effectivement le végétal et le local. J'ai tenu 2 minutes. Hein. Ouais, super. Catherine. Alors, je suis totalement d'accord avec Valère, hein, et je vais rajouter deux autres points. Il y en a un qu'on n'a pas tellement abordé, c'est le gaspillage. Ah. En tout cas, je n'ai pas entendu, parce qu'à un moment donné, j'étais déconnectée. Donc, moi, je dirais aussi, premièrement, en plus de ce qu'a dit Valère, premièrement, lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est quand même 30% de ce qui est produit. Donc, allons à fond là-dedans. Et puis, le deuxième point, et ça ira aussi dans le sens de cette simplification, c'est cuisinons nous-mêmes. Cuisinons le plus possible. Et c'est vrai que quand on cuisine, on n'a pas du tout la même relation à l'alimentation. Et on a justement la patience, on peut constater la qualité de ce qu'on cuisine. Et en plus, c'est un moment de convivialité et festif et d'amitié aussi, tous autour de la table pour laquelle on a cuisiné. On peut cuisiner simple et on peut cuisiner bon et bien. Voilà. Totalement. Très, très synthétique. Non, mais c'est vraiment super parce que je pense qu'on a là, donc on a dit gaspillage. Moi, je voulais en parler par rapport à la nutrition parce que en fait, lutter contre le gaspillage, ça remplit pas mal d'objectifs, notamment en termes aussi de nutrition, c'est-à-dire la surconsommation n'a aucun intérêt. Donc, on a dit anti-gaspi, végétal, local, cuisiné. Justement, dans le volet éducation du manifeste Open Agri-Food, il y a ce volet de cuisine. On n'est pas obligé d'être tous des chefs, mais effectivement, de se réapproprier en fait les produits, de voir comment on peut les utiliser, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça fait vraiment partie de la connaissance. Quand tu disais aussi anti-gaspi, on l'a évoqué un peu quand on parlait de la frugalité. Je voulais aussi, on en reparlera parce qu'on fera un webinaire là-dessus, la situation des étudiants et la précarité. Nous, on lance un grand projet d'un kit de survie pour les étudiants, mais qui est surtout des produits, ça c'est une chose, parce que c'est une aide financière est effectivement importante, mais surtout, en fait, un manuel, une pédagogie pour faire des repas pas chers. Je dévoile un tout petit scoop parce qu'on va le faire avec une jeune femme qui a un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Un repas 1 euro et qui montre qu'effectivement même avec un budget serré, quand on se réapproprie, quand on utilise, quand on évite le gaspillage, on peut manger sainement. Et donc l'idée, c'est effectivement de montrer comment on fait une alimentation variée, équilibrée, pas chère, saine et qui évite effectivement le gaspillage. Donc moi, ce serait dans les éléments, réapprenons. Donc notamment les étudiants, je pense que c'est vraiment une cible qui est hyper intéressante. Il faut absolument qu'ils mangent bien parce que sinon leur cerveau ne va pas être bien irrigué. Et qu'en plus, on leur donne des réflexes pour la suite de leur vie où ils auront acquis effectivement une façon de consommer. Olivier, parce que peut-être que tu veux rajouter aussi quelques éléments. Donc, on en est à 4. Donc, c'est pas mal, hein, Alexia. Je trouve qu'on a bien recentré dans toutes les initiatives. Il faudra qu'on mette à chaque fois le filtre. Tu n'as pas ton micro, Olivier. Ouais, pardon, excusez-moi. Oui, donc nous, on est, de toute façon, on est en phase avec l'ensemble de tout ce qui a été échangé. Et on a encore une fois, en dehors des idées et des volontés, nous, on est dans l'action. Et on s'aperçoit malheureusement que les industriels, et c'est encore une fois, je pense que c'est une des clés. Donc, on voit sur le chat la question aussi de la distribution, et je suis tout à fait d'accord. Entre l'industrie et la distribution, il y a un gros travail à faire, et c'est pas facile. L'innovation est un des moyens.
la culture en est un autre. L'ensemble des éléments doivent être mis en corrélation pour que les consommateurs s'approprient et deviennent acteurs de ce qu'ils mangent. Le temps, la qualité des aliments, la praticité. Donc nous, on est plutôt sur cet axe-là, praticité, saveur, plaisir. Mais je pense il faut faire feu de tout bois pour qu'on puisse prendre en main et agir sur les enjeux qui sont face à nous. Ça répond un petit peu à ce que Alexia, tu posais comme question. Il y a beaucoup d'initiatives, mais tu dis faire feu de tout bois parce que je pense qu'à partir du moment où on a quelques clés pour juger si cette innovation est efficace et intéressante, eh bien, on peut y aller. Donc, il faut multiplier pour moi les initiatives. Donc, je rajoute dans ce que tu viens de dire un 5e point. Donc, on a dit anti-gaspi, végétal, local, cuisine. Je rajoute culture, éducation. Peut-être le mot culture suffit parce que dans culture, il y a éducation. Culture, justement, moi, je combats aussi beaucoup l'alimentation, entre guillemets, idéale n'existe pas. En voyageant, on s'aperçoit qu'il y a plein de sources de produits qui sont hyper intéressantes et cette variété qui est vraiment importante pour notre santé, on l'a un peu oublié. Moi, je parle souvent justement d'histoire des céréales, mais enfin, on mange beaucoup trop de blé. Il y a plein d'autres céréales hyper intéressantes. On ne mange pas assez de légumineuses. Et donc ça, c'est dans la culture, dans l'ouverture justement, de regarder un peu ce que font les autres pays et puis de ramener en local ce qui peut être fait plus proche de chez nous pour éviter effectivement tous ces désagréments. Moi, je voudrais juste, voilà. ouais, juste rajouter un mot en plus, parce que je pense qu'il est indispensable, et Valère en a parlé tout à l'heure en disant, bah oui, ça a marché pendant le confinement, c'est collectif. Ouais. En fait, individuellement, on n'y arrivera pas, c'est collectivement. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est extrêmement important de travailler sur les territoires, et je partage ça avec Valère, c'est que pour moi, le territoire, c'est la bonne taille pour la transition alimentaire, parce qu'on peut faire de l'expérimentation, on peut mettre en place des choses à taille humaine, et voir tout de suite si les résultats fonctionnent. Et du coup, je fais un peu de promo pour notre collègue Freddy Tiburce et son concours sur les initiatives alimentaires. Je crois qu'en ce moment, il est en train de les diffuser. Et une dernière chose, moi, je voulais en parler, mais on en a beaucoup parlé, mais moi, je les ai découvertes il y a un an quand elles démarraient, c'est Andy Gaspi, qui coche absolument toutes les cases, c'est-à-dire qu'elle récupère du pain bio dans les boulangeries avant il aurait peut-être pas été jeté, mais en tout cas, il n'en aurait pas fait grand-chose. Ils ont créé une petite formule pour faire des cookies qui sont excellemment bons, y compris ceux au citron, et ensuite qui font travailler des jeunes en ESAT pour faire la mise en sachet, puis la recette. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est au niveau du territoire, qui a été beaucoup soutenu, mais surtout qui coche à peu près toutes les cases. Et pour moi, la transition alimentaire, parce qu'on a parlé des innovations, des startups et tout, et on sait que je suis trop en train de ronchonner là-dessus, pour moi, il y a des innovations qui ne sont pas liées à la transition alimentaire, mais qui sont juste là pour se faire de l'argent. Et il y a des innovations qui vont dans le sens de la transition alimentaire. Et pour moi, le curseur, c'est ça. C'est est-ce que ça va dans le sens de la transition alimentaire avec les fameuses cages à cocher, ou est-ce que ça va dans le sens de se faire de l'argent? Je ne rentrerai pas dans la polémique de la viande cellulaire, où a priori, on est quand même plus dans quelque chose qui est lié à l'argent, parce qu'on sait très bien qu'on a beaucoup de mal à en sortir et qu'on n'arrive même pas à savoir quelle quantité, et les prix à 10 000 € le kilo, ça ne va pas résoudre beaucoup de problèmes de gens qui n'ont pas accès à de la protéine animale. Voilà, moi, c'était tout ce que je voulais dire. Et je rajouterais peut-être un petit peu. Alors, on a dit anti-gaspi, végétal, local, cuisine, culture, le collectif. Il y a ce côté santé, je rajouterais, où on pourrait mettre, c'est-à-dire de bien regarder si ça va dans le bon sens de notre santé. Et comme ça, on pourrait y mettre, je crois qu'Alexia, tu l'as aussi mentionné, toutes les substituts de viande peuvent être complètement déconnants en termes de formulation. Donc, effectivement, manger plus végétal, mais c'est pareil, peut-être manger végétal simple, ou en tout cas ouvrir à une variété. On n'est pas obligé de faire des ersatz de saucisses ou de steak pour manger végétal, pour faire passer, voilà. Donc aussi, ça, c'est la partie culture. Eh bien, il est 10h08, on n'est pas trop mal. C'est ce format d'1 heure, un petit peu plus concentré, un peu plus matinal. Qui était pas mal, qui était hyper passionnant. Je crois qu'on a quand même donné un guide à ceux qui vont regarder, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui regardent en replay, qui s'inscrivent. Là, on avait pas mal de monde aussi à l'écoute ce matin. Mais justement, le
le double utilisation à la fois en live et en replay est hyper intéressante. On peut regarder calmement. Vous pouvez tous après solliciter les experts qu'on a invités. Tout est en open source. C'est un collectif comme tu le disais. Je ne sais plus qui l'a dit. Vraiment, l'intéressant, c'est qu'effectivement, on veut partager et qu'ensemble, on puisse avancer. Et je pense qu'on peut être très fort là-dedans. Merci à tous, en tout cas, pour vos remarques, pour vos interventions, pour tout ce que vous nous avez apporté. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Je ne sais même plus quel thème. Là, moi, je rentre de Je vacances. crois que c'est Cial, quelque chose comme Oui, ça. je crois qu'on va Cial, ou, parce ouais, que ça serait un grand rendez-vous et je pense qu'on peut le mettre aussi sur le signe de la transition alimentaire, donc en octobre prochain. Évidemment, nous, on y sera comme d'habitude aussi avec Sandrine et avec Nutri Marketing pour y apporter justement un éclairage sur justement les alternatives intéressantes. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée sous le signe de la transition alimentaire efficace, joyeuse, enthousiaste, collective. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci d'être venus ce matin de bonne heure.